Victor, bonjour et bienvenue dans le podcast Chercheur, réveille-toi. Bonjour, merci pour l'invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir aujourd'hui comme invité sur ce podcast parce que je pense que, enfin, pour moi, tu incarnes tout ce à quoi on ne pense pas quand on débute dans le monde académique en SHS surtout. Et ton parcours m'intéresse particulièrement parce que du point de vue du cheminement que tu as fait, je pense que je marche un peu sur tes traces. C'est-à-dire que j'ai le sentiment de faire exactement le même chemin intellectuel. Pour te présenter très brièvement, Victor, tu es docteur en langue et lettres. Ton sujet de Oui. prédilection, c'est la rhétorique. Tu as un parcours qui est particulièrement inspirant, je pense, aux yeux des jeunes chercheurs SHS, puisque tu as fait un doctorat à l'ULB, puis un Mmh. postdoc à Oxford. C'est ça. Moi, ça fait 3 ans que je te connais, ça fait, à peu près, 1 an que tes prises de parole et tes positions, elles m'interpellent de plus en plus. Déjà, je les trouve souvent hyper courageuses, même si j'ai conscience qu'on ne s'adresse pas, du tout au même public. Mais surtout, voilà, je trouve que tu excelles dans ta manière de les exprimer, je les trouve justes, je les trouve pertinentes et le fait que tu aies de telles positions alors que tu viens du même, univers professionnel que moi, ça m'interpelle, ça m'intrigue et donc Mmh. j'ai envie de porter ta voix auprès de mon audience parce que j'aurais vraiment eu besoin d'entendre, cette voix-là il y a 5 ou 6 ans, vraiment. Avec Je sais pas si plaisir. j'aurais je t'en prie. Je sais pas si j'aurais compris, je sais pas si j'aurais autant apprécié qu'aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai pas entendu. Donc peut-être, voilà, pour débuter, j'aimerais bien qu'on revienne, déjà sur ton vécu dans le monde académique en tant que jeune chercheur SHS. Mmh. Hem, la question que je voudrais te poser, pour commencer, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers l'univers professionnel de la recherche? Et est-ce que tu étais, sûr à cette époque-là que c'était ta place? Mmh. Je C'est pas quelque chose que j'ai planifié, c'est le fruit d'une rencontre. Dans mon parcours, au début, j'ai eu de la chance parce que j'avais absolument pas de plan professionnel. Je savais pas du tout où je voulais aller. J'avais des idées très infantiles j'avais l'impression que j'avais envie de partager des idées, peut-être être essayiste, peut-être de la politique. Enfin, j'avais des espèces d'images qui m'étaient venues, au fur et à mesure de mes lectures, d'intellectuels, ce genre de choses. Donc il y a pas vraiment un métier d'intellectuel derrière ça. Et je me suis laissé porter, dans le parcours en travaillant pas trop mal. Donc j'ai Mmh. fait une licence d'histoire, mais j'ai assez vite corrigé le tir en me disant que le seul débouché de l'histoire, c'était, l'enseignement et plutôt au lycée. Et même si j'aimais bien l'histoire, c'était pas quelque chose que je voulais faire, donc j'ai opté pour un master interdisciplinaire qui était à l'ULB, en me disant, dedans il y a de l'économie, du droit, de la science politique, donc ça peut ouvrir plus de portes. Et parmi les cours que j'avais, j'ai eu un cours de rhétorique qui était donné par, une professeure qui s'appelle, Emmanuelle Damblon, donc c'est une femme, et on s'est bien entendu. J'ai beaucoup aimé les cours qu'elle donnait. Je trouvais qu'elle avait aussi un franc-parler qui était, assez original. J'avais l'impression qu'elle était aussi, isolée, c'est pas isolée, mais en tout cas différente au sein de la communauté académique pour des raisons que j'ai compris plus tard, sur lesquelles on pourra revenir parce que ça rejoint des questions idéologiques. Et en tout cas dans son cours, j'ai senti que, en fait, ce qui m'intéressait, c'était ça, parce que j'avais eu des cours de sciences politiques et je trouvais ça moins intéressant que ce que je voyais en rhétorique. La science politique, en fait, c'est beaucoup des concepts et notamment de la sociologie électorale. Donc des calculs de l'impact de certaines idées sur l'opinion et de mécanique de parti. Et j'ai senti que la rhétorique, c'était intéressant parce que c'était un outil qui permettait d'avoir un impact beaucoup plus direct sur, le public. Il y avait vraiment cette idée qu'on peut partir d'idées, leur donner de la force et impulser un mouvement aux gens qui nous suivent. Donc ça s'est bien passé. J'ai eu des très bonnes notes, dans ce cours, mais aussi dans d'autres cours. Donc ça veut dire que j'ai été major de ma promo. Ça m'a positionné pour pouvoir, espérer avoir une bourse de recherche. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais c'est ma directrice de thèse qui me l'a proposé, et enfin ma directrice de mémoire qui me l'a proposé. Et en fait, je comprenais pas que c'était un honneur qu'elle me faisait. Enfin, je comprenais même pas les enjeux qu'il y avait derrière. En tout cas, elle a déposé un premier dossier pour moi qui a pas été accepté. Et j'ai fait une année au cours de laquelle j'ai travaillé dans un think tank, et en déposant un dossier et en essayant de publier un premier article dans une comité à revue de lecture. Et à la fin de cette année-là, j'ai appris que j'avais une bourse, très bien, parce que les bourses, du Fonds de la recherche scientifique belge sont vraiment intéressantes. On est bien rémunéré en tant que jeune chercheur, ça dure 4 ans, donc c'était très bien. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas. J'avais rien prévu, c'est une rencontre qui s'est bien passée. Et puis le plaisir que j'avais pris aussi à l'écriture de mon mémoire,
Mmh. ce sentiment que c'était possible de essayer de faire avancer une réflexion et de déchiffrer des nouveaux champs, défricher des nouveaux champs. C'est ça qui m'a plu. OK, d'accord, mais c'est hyper intéressant. Je j'avais à peu près identifié ce parcours-là mais je savais pas, je connaissais pas les détails. C'est hyper intéressant, donc vraiment tu te lances là-dedans, en mode, on verra bien, il y a quelque chose qui a l'air de s'ouvrir, il y a une opportunité, on y va et puis on verra, c'est ça? Ouais, et puis l'idée d'être rémunéré, c'est ça Bah qui est oui, intéressant, c'est qu'il y a cette idée, on va être, payé pour faire un truc sympa. c'est Et clair. c'est génial. Tu te dis, «Mon travail, c'est d'essayer de lire un maximum, de progresser un maximum, de partager aussi des idées», même si la diffusion des idées, c'est beaucoup plus lent et ça touche un public beaucoup moins large que ce que je fais, aujourd'hui. Ça me plaisait beaucoup. Ouais, ouais, je comprends totalement. Je pense que mon audience aussi va très bien comprendre ça, même si, la question du financement, elle est pas, toujours évidente, en France. On en reparlera après, je pense. Mais, voilà, en tout cas, tout se passe bien, pour toi, tout se passe comme sur des roulettes, ensuite donc, la thèse se passe bien? Globalement, tu déchantes pas, tu fais une J'ai thèse un en gros regret dans la manière dont ça s'est passé ma thèse, c'est la soutenance. Donc ça ah, peut intéresser les gens qui vont écouter ça. En fait, la soutenance, c'est un moment qui est très agréable parce on a des enfin, j'ai vraiment eu des pointures dans mon jury. ouais, Et donc, c'est des gens qui ont pris le temps de lire dans le détail les choses qu'on a posées sur le papier et on les prend, un par un, qui ils ont lu, ils nous font un retour et ils posent des questions, ils soulèvent des problèmes et on discute avec eux et je m'en veux beaucoup d'avoir été trop sur la défensive dans ma soutenance parce que certaines personnes avaient posé des critiques qui étaient justes et qui étaient en fait, intelligentes, mais j'avais pris cette épreuve comme un moment où je devais protéger ma thèse. ouais. Beau Alors qu'en fait, souvenir. c'est une discussion entre pairs. C'est entre les 2 en fait. C'est à la fois une discussion entre pairs, mais un moment où on doit protéger notre travail et j'étais trop dans la dimension, «Non, non, attaque pas mon travail», plutôt que dans la dimension, «En fait, c'est intelligent ce que vous avez dit, c'est le début d'une belle conversation» et je m'en veux d'avoir fait ça parce que ça s'est bien passé, hein et le jury a été très sympa avec moi, mais j'aurais pu être, un peu plus mature pendant la soutenance. On entend tellement de choses aussi, sur les soutenances que parfois on peut s'y préparer de manière, peu adéquate. Je pense qu'on entend, souvent les sons de cloche négatifs, donc on s'attend au pire et puis de toute façon ça reste une épreuve, même si je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est agréable, ça reste une épreuve, ça reste quelque chose en général qui nous fait un peu peur donc je peux comprendre que tu aies été dans ce mode-là, ce jour-là et je pense que tu es pas le seul donc merci d'avoir précisé ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que, donc par la suite, c'est tout, ça se passe bien, tu chopes ton diplôme, et puis tu embrayes sur, un postdoc à Oxford, tout de suite? Non, Comment ça ça s'est s'est pas passé? bien passé. La suite parce que j'étais trop, je faisais trop confiance à ma directrice de thèse et Ah ouais, j'avais pas réalisé à quel point elle était isolée et en fait, pour comprendre pourquoi elle était isolée, derrière, il y a vraiment une question idéologique, c'est que la rhétorique telle qu'elle la pratique, c'était considéré comme de droite. Pourquoi? ah ouais, Parce que en fait, tu as beaucoup de sciences sociales qui sont là pour, expliquer comment le système nous détermine ouais, et la rhétorique, c'est vraiment pas ça. Tu vas agir sur le monde en développant ta capacité à produire un discours et tu vas grandir à la force de ton discours et donc dans son isolement, il y avait vraiment ce sous-texte où elle était occupée en plus, elle était occupée à nouer des relations avec les sciences dures parce qu'elle voulait appuyer sa réflexion sur des disciplines plus établies que les sciences, humaines et elle a pas du tout pris non plus le virage woke. Elle avait des collègues qui étaient plus intéressés à faire des trucs de représentation, donc on va organiser des expositions sur, je sais pas, les crottoirs, tu vois? mmh, Il y a tu des trucs pour s'essuyer les pieds au Moyen Âge, donc on fait une exposition là-dessus en se disant: «C'est génial, j'ai ouvert un nouveau champ de recherche» ou exposition salope, on a eu une, sur les noms d'oiseaux, enfin, il y avait vraiment ce délire-là et elle était pas du tout là-dedans et donc ça l'a isolée socialement du tournant qu'était en train de prendre l'université et s'ajoute à ça le fait que moi j'étais limite autiste, dans le sens où je déjeunais jamais avec les gens, j'allais jamais au cocktail. Tout ce que j'avais envie de faire, c'était de me casser et d'écouter des podcasts. Donc j'ai pas du tout développé le réseau nécessaire pour, pouvoir, après ma thèse, même si j'avais bien bossé, choper un postdoc direct. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, une année de transition où j'ai fait d'autres trucs
J'ai travaillé dans le domaine, social notamment et j'ai commencé aussi, à vendre mes services à des organismes de formation professionnelle. OK. Je pensais que ça, c'était après ton postdoc. OK. En fait, le la c'est peut-être ça. Je pense que ce qui a dû se passer, c'est que j'ai eu d'abord un postdoc d'un an. En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'à la fin de à la fin de la thèse, j'ai pas eu le postdoc de 3 ans qui était le parcours habituel au sein de la recherche, belge, mais j'ai réussi à choper une bourse d'un an pour aller à Oxford. OK. Je pense que c'est ça qui s'est passé et c'est à la fin de la bourse d'un an à Oxford que j'ai eu une année de transition où j'ai commencé à mettre ces choses en place Mmh mh. et la manière dont ça s'est fini à Oxford, c'est assez marrant, et ça, c'est un autre truc qui m'a beaucoup fait grandir, c'est que j'avais une validation presque automatique de la première année à la seconde année Mmh. donc il y avait une directrice de labo à Oxford, mais les directeurs de labo à Oxford, ils sont encore plus occupés que les directeurs de labo, de ce qu'on peut connaître, ici et en fait, si la dame avait lu mon mail et elle avait signé le truc, j'aurais eu l'année supplémentaire, mais moi, j'ai envoyé le mail en me disant: «Beh, enfin, je sais pas, elle va le lire» et en Bah fait, ouais. non, elle a pas lu le truc parce que j'aurais dû lui envoyer le mail et puis, en plus, aller la voir, machin truc. Il y avait une procédure que j'ai pas respectée et donc là, j'ai pas eu la seconde année de postdoc et c'est là que j'ai commencé à prendre un peu mes distances avec le monde de la recherche en me disant: «Mais tu es fou, en fait. Tu es fou de faire reposer ton parcours sur le sentiment que des gens vont s'occuper de toi et enfin, c'est très infantile et je pense que le parcours de la recherche, le fait que tu as un promoteur, que tu as quelqu'un qui est censé, faire avancer tes intérêts, ça peut retarder le moment où tu commences à te dire: «Mais non, mais en fait, c'est toi qui es en charge du bateau». Absolument, mais je suis ravie de l'entendre. C'est ce que je répète, sans arrêt, aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment important et pourtant en Belgique, il me semble que vous êtes un peu plus poussés, à cette autonomie, en mode, c'est ton projet et nous on est là pour te conseiller, et t'orienter un petit peu, mais ça reste ton projet, c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui mènes le bateau. En France, beaucoup moins. Il y a vraiment cette idée qu'il y a une hiérarchie entre les 2, même si, on essaie de casser un peu ça depuis quelques années. C'est encore très présent, hein, clairement et les jeunes chercheurs, se laissent beaucoup driver, je pense. Beaucoup trop et je suis contente d'entendre ça. J'ai vu que donc la transition, elle s'est opérée après de ce postdoc à Oxford, ce passage. J'ai lu que enfin, tu me dis si je me trompe, mais j'ai cru comprendre donc que tu allais être papa et c'est là qu'il y a une autre façon de réfléchir qui s'est enclenchée. Est-ce que c'est ça? Est-ce que, cette réflexion, elle s'est construite, parce que tu allais devenir papa ou est-ce que tu penses qu'elle était déjà là et le fait de devenir papa, ça a simplement, déclenché Il y mais a c'est ça, il y a beaucoup ça et je pense qu'il y a aussi de l'orgueil. C'est le sentiment que c'est pas possible en fait de voir son parcours qui, dépend de validation à intervalles réguliers. Je pense que ouais, c'est incompatible avec l'épanouissement en tant qu'adulte et c'est aussi incompatible avec l'épanouissement en tant que papa. Donc, ouais, pour moi, c'était pas viable et c'est là que j'ai commencé à me dire: «Mais en fait, tu as pas besoin de demander un travail, tu dois te créer ton travail». J'ai commencé exactement. à maturer ça à ce moment-là. OK, bah, exactement comme moi. C'est fou, c'est vrai, il y a un moment où en fait, moi, c'est quand j'ai soutenu ma thèse, je me suis dit: «Maintenant, faut arrêter, quoi». Enfin, déjà pendant, mais c'est vrai que c'est venu progressivement et à un moment donné, je me suis dit: «Il faut arrêter de il faut vraiment prendre le truc en main parce que les gens autour de toi sont pas ils font pas ce qu'il faut de toute façon, donc tu peux pas attendre et tout ne peut pas reposer sur d'autres personnes. Il faut prendre ses responsabilités et essayer de driver un peu plus, tout ça. Donc Mais ils OK, s'occupent d'eux, mais ils ont raison. En fait, parce oui, ils sont aussi ils sont aussi dans leur carrière, ils sont aussi en train de défendre leurs intérêts. ouais, Mais, c'est une relation qui est un peu ambiguë parce que d'un côté, c'est important pour un directeur de thèse d'avoir des nouveaux poulains qui viennent, d'essayer d'en placer certains. Mais il y a des arbitrages qui se font parce qu'ils ont besoin aussi d'obtenir des promotions. ouais, Et donc il y a des arbitrages entre, bah, tiens, cette année, c'est toi qui vas avoir ta promotion et puis, l'année prochaine, on pourra te faire passer un poulain et cetera. Mais chacun défend ses intérêts enfin, il faut pas avoir de moi, j'ai pas de rancœur par rapport à ma directrice de thèse, je l'aime vraiment beaucoup. C'est plus que c'est un apprentissage de la maturité en fait, ce qui se passe, je pense, quand on est chercheur, c'est que, on peut être un enfant dans un corps d'adulte mmh, et donc on se mange d'un coup la réalité du monde, la réalité que devrait se prendre un adulte, à savoir, bah, non, là, tu es censé à cet âge-là être capable d'être,
un élément productif sur le marché du travail, en fait, rien à voir. Tu es encore en train d'essayer de mettre en place des briques de réflexion, d'un échafaudage, qui se casse la gueule, mais tu es pas du tout prêt à travailler. Tu disais récemment dans une de tes vidéos sur Insta, j'ai vu, il y a 2 3 jours, que tu expliquais ça très bien en disant que l'université, nous met un peu sous cloche et nous protège du monde du travail et que c'est hyper dangereux. C'est ça m'est resté en tête parce que je trouve que c'est extrêmement bien résumé et bien exprimé. C'est ça, en fait, et quand on sort un peu la tête de cette cloche, c'est souvent un peu tard, donc c'est là que j'essaie d'intervenir Mmh. pour expliquer un peu tout ça, aux plus jeunes. OK, donc tu crées assez rapidement ta chaîne, YouTube pour parler de ton sujet de prédilection, qui est toujours la rhétorique, hein, je pense. Oui. Heu, un chercheur d'Oxford qui se met à YouTube, c'est quand même pas très commun. Alors, qu'est-ce qui te donne ce déclic de la première vidéo il y a 6 ans? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu as eu des appréhensions par rapport au monde académique? Je comprends l'idée qu'on arrête de demander la permission, ça c'est exactement, pour ça aussi que j'ai créé la mienne de chaîne. Mais voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ah, je pense que c'est aussi un truc où mon autisme m'a sauvé, tu vois? Enfin, je dis autiste, je rigole, hein, je devrais pas dire ce terme, mais, Je sais. c'est que je m'en fiche vraiment, en fait. Au fond, je fais comme si j'en avais quelque chose de ce que pensaient les autres pour avoir l'air à peu près normal, mais au fond, je m'en fous complètement. Mmh. C'est le fait que évidemment les gens ont commencé à en parler, à dire: «Mais, est-ce que Mmh. c'est bien sérieux de créer une chaîne YouTube? Tu vas te donner en spectacle?» et cetera. Au fond, je m'en fiche complètement. Je suis simplement focalisé sur le fait que c'est hors de question que je ne puisse plus, donner cours, c'est hors de question que je ne puisse plus partager des idées et personne va m'empêcher de le faire. Et puis en plus, les élèves m'aimaient bien vraiment, hein. Les Ouais. les les retours les retours qu'on avait, c'était que c'était une bouffée d'oxygène quand je remplaçais un prof ou quand j'animais un séminaire, quand le prof me déléguait ses cours et cetera. Ça changeait beaucoup de choses parce que j'avais vraiment à cœur de faire des choses. C'est un cours de rhétorique, donc j'allais pas leur faire lire des textes. Un cours de rhétorique, ça veut dire que c'est un amphi et l'amphi, ça devient véritablement un amphithéâtre. C'est-à-dire que je lance un exercice et puis après les gens le font face au public. Donc il y avait une dynamique qui se créait dans ce que je faisais et donc le fait qu'on me refuse de pouvoir continuer à faire ça parce que j'étais pas allé au cocktail, ça allait pas et Mmh. donc personne n'aurait pu m'empêcher à ce moment-là de faire ce que j'avais envie de faire. Donc je ouais, après c'est dangereux évidemment parce que ça veut dire qu'on se pousse à fermer des portes. C'est, j'ai été un peu radical dans la transition que j'ai faite, mais je pense qu'il faut y aller à fond. Ouais, je suis d'accord avec toi, totalement d'accord. Est-ce que, tu peux nous parler parce que j'ai regardé un petit peu tes 1res vidéos, je les ai re-regardées et je sais pas si tu as supprimé les toutes premières comme moi ou si c'est vraiment Mmh. la toute première qui est en ligne? Mais il y a quand même encore quelque chose de très académique et en même temps, tout est là. Je trouve qu'il y a déjà tout est là. Est-ce que, tu peux nous parler quand même du cheminement, donc entre cette première vidéo et on va dire, la vidéo, enfin le Victor qui publie la vidéo sur l'art de se faire respecter, qui fait, je sais pas 5 millions de vues maintenant. Hem Tu prends de l'assurance quand même par là, tu crées une entreprise, tu crées des formations, est-ce que, tu peux nous parler un peu de ce cheminement-là? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont freiné, à créer ce genre d'activité ou pas du tout? Je pense un guide, qui m'a beaucoup aidé à prendre des décisions importantes à certains moments, c'est, le fait d'avoir envie d'augmenter mon confort. Ouais, Heu La manière dont ça s'est passé, c'est que la transition s'est faite, que j'ai effectivement créé une structure qui me permettait de recevoir des paiements et d'émettre des factures. Mais les premières missions que j'avais, c'était, j'étais payé pas beaucoup. Enfin, des journées où j'étais payé 400 balles pour, aller donner des formations à la défense. ouais, Donc dans un contexte que j'aime pas du tout et puis tu te retrouves face à un public professionnel qui, souvent a pas forcément envie d'être là et ambiance désagréable, tu sais? Où la veille tu dors pas bien parce que tu te mmh, demandes: «Mais, je vais les avoir pendant 2 jours, si ça se passe mal le premier jour», enfin voilà, il y a tout un ouais, tas de trucs comme ça et mon objectif, ça a été de progressivement, virer
les choses qui m'agaçaient dans mon quotidien et c'est pour ça que je j'ai eu cette possibilité de, diminuer les contraintes que je trouvais désagréables et pour pouvoir diminuer les contraintes que je trouvais désagréables, il fallait que je performe plus sur YouTube. Ouais, Donc il fallait également que je trouve une manière de mieux monétiser mon travail sur YouTube. Donc ça a été ça ce qui m'a guidé. Donc c'est pas tellement une question de prendre de l'assurance parce que l'assurance, c'est quelque chose qui vient par la pratique. Il y a ouais. plein de choses qui se mettent en place, quand on se dit: «À partir de maintenant, mon objectif, c'est ça, donc je vais commencer à faire, régulièrement». Et sinon, l'autre chose qui a beaucoup été importante dans mon parcours, ça a été le fait que j'ai essayé d'être le plus pragmatique possible. C'est-à-dire Mmh. que j'ai pas d'attachement à un format, j'ai pas d'attachement à un réseau, j'ai pas d'attachement à une manière de faire. C'est-à-dire que, si, YouTube a beaucoup évolué les algorithmes ont beaucoup évolué. Il y a une époque où on pouvait, faire des vidéos qui marchaient sur YouTube avec un sujet que les gens n'avaient pas demandé. Ouais. C'est-à-dire, on pouvait se dire: «Moi, je pense que ça, c'est intéressant, donc je vais développer un essai dessus, je vais développer une réflexion dessus et vu que c'est intéressant, ça va marcher». Et ce qui se passait, c'était que YouTube montrait les vidéos qu'on produisait à une part significative de notre public et si les gens aimaient cette vidéo, ça le montrait à plus de gens. YouTube a voulu casser ça. YouTube a voulu être encore plus maître de son contenu et ne recommander les vidéos que en fonction de l'historique de navigation des gens. Donc ça veut dire que les vidéos sont montrées à des personnes qui ont déjà consommé des choses en lien avec le sujet. Donc c'est devenu beaucoup plus difficile d'explorer de nouvelles pistes et Mmh. donc j'ai décidé de ne pas, me dire, «Je vais faire ce que j'ai envie plutôt que de faire ce qui marche». Ma politique, c'est plutôt de prendre du plaisir à faire ce qui marche. Et OK. donc c'est comme ça que mon contenu a évolué, c'est comme ça que je suis venu vers des formats beaucoup plus réactifs, beaucoup plus, rapides et la seule chose que j'essaie de garder, c'est de cultiver une capacité à penser en écrivant parce que le fait d'écrire, ça structure la pensée et ça permet même quand on va vers des formats qui sont plus impromptus, de dire des choses qui sont précises. Ouais, ouais, ouais. Totalement d'accord. Je savais pas qu'il y avait cette évolution sur YouTube. Moi, j'ai toujours, été sur, enfin, j'ai suivi l'une de tes formations sur, faut essayer de jouer sur l'actualité et cetera, mais, j'ai pas réussi, en fait. Comme toi, Mmh. j'étais un peu en mode, je cherche le confort, je cherche à faire ce que j'aime, en même temps que ce qui peut fonctionner et je m'en suis tenue, pour finir à aborder les choses de façon assez classique, en tout cas pour l'instant. Mais en tout cas, je trouve ton approche hyper intéressante et surtout, on voit que tu aimes ça, en fait. On voit que tu aimes ça, on voit que tu es à l'aise avec ce format-là. Ça fait longtemps que tu le travailles, donc c'est vrai que enfin, on le voit bien. Tu le dis dans tes textes que tu prends peu de temps, au final, à faire tes vidéos et je pense que c'est tout ce qu'on peut te souhaiter puisque, le but, c'est pas tant de faire des grosses productions ou des voilà, le but, c'est juste que ça fonctionne, que les gens regardent ce que tu fais et qu'ils arrivent sur le sujet de la rhétorique par un moyen, sympa au final, quelque chose d'accessible et ça, c'est ce que j'aime beaucoup sur ta chaîne, c'est le côté accessibilité, le fait que les gens aient l'impression de rentrer finalement par un sujet d'actualité et se retrouvent à réfléchir sur la rhétorique, sur la façon dont ça se le discours a été, mis en œuvre dans les extraits et je pense que c'est hyper intéressant aussi pour les jeunes, qui ont tendance à consommer sans forcément se poser des questions, sur ce qu'ils entendent en fait. Il y a un problème dans la manière dont cette chaîne est configurée, c'est que, il y a beaucoup de gens qui voient le débouché ultime de ce que je, présente comme étant le débat. Ouais, La bah, vérité, c'est que personne ne fait des débats. mmh, Personne, personne, zéro. Personne ne va se retrouver dans une situation où, ils vont devoir, atteindre un enjeu, important pour eux et ça va passer par un débat. Les mmh, seules personnes qui font ça, c'est les professionnels de la politique et il y en a pas beaucoup. mmh. Et donc j'essaie un maximum d'expliquer aux gens que, si Aristote existait aujourd'hui, il vous expliquerait comment créer du contenu sur la nouvelle agora, à savoir les réseaux sociaux. Mais donc vu que le produit d'appel, c'est régulièrement des débriefs de débat, je me retrouve avec des gens qui font pas l'étape suivante, qui se disent, qui prennent en fait ma chaîne comme un hobby intellectuel. Ouais, je comprends. C'est-à-dire, je développe une culture générale en apprenant la rhétorique, alors que c'est pas ça. Il faut, apprendre à être plus efficace pour pouvoir faire avancer nos intérêts et nos projets. Totalement d'accord et tu le disais très bien dans une vidéo récemment, enfin moi je l'ai vu récemment en tout cas,
Parce que là, tu viens de dire que, à part les politiques, rien ne repose vraiment sur les débats et là, dans cette vidéo, tu expliquais qu'en fait, même les politiques, quand ils débattent, c'est complètement orchestré et ils savent, eux, très bien la trame qu'ils sont en train de suivre, ils la connaissent, et tu expliquais que Jordan Bardella s'était fait un peu avoir, par ça, parce que justement, il avait pas eu cette éducation, politique. Mais ouais, je comprends très bien et je pense que de toute façon, à chaque fois qu'on prend la parole sur les réseaux, on est, malheureusement, soumis à cette réalité que les gens, ne comprennent pas toujours ce qu'on veut dire, et au final, on est responsable que de ce qu'on dit et pas de ce que la façon dont les gens, interprètent. Donc ouais, quand on fait un tel nombre de vues, comme toi et qu'on a un tel nombre d'abonnés, je pense que c'est malheureusement, logique, en fait. Enfin, ça me surprend pas du tout que tu aies des gens qui comprennent pas ta démarche. Mais j'ai l'impression que, quelque part, ça fera son chemin aussi, tu vois? Les gens ont peut-être besoin d'en passer par là pour y revenir plus tard et tu J'arrive à en récupérer certains, mais j'ai créé quelque chose que je trouve intéressant sur ma chaîne business, c'est que j'ai commencé à organiser des colloques. Donc ah ouais? c'est-à-dire que je lance un thème, Mmh. de réflexion. Donc c'est une chaîne business, donc le premier colloque, c'était, «Ces entreprises méritent votre intérêt» et j'ai demandé aux gens de m'envoyer un abstract où ils, présentaient une entreprise qu'ils allaient analyser dans le détail parce qu'ils pensent que la technologie que propose cette entreprise est révolutionnaire. Et donc j'ai sélectionné certains de ces, abstracts et j'ai publié les vidéos qui m'ont été ensuite envoyées sur ma chaîne. Et pour récompenser les gens qui, avaient, publié sur ma chaîne, j'ai créé une crypto-monnaie qui leur donne droit à une partie des revenus de la chaîne YouTube. Donc c'est assez drôle et ça permet d'emmener un maximum de gens dans ce projet-là, de commencer à prendre la parole sur les réseaux sociaux et ça leur permet que leur première prise de parole sur les réseaux sociaux soit, récompensée et leur donne de la visibilité. Donc ça, Ouais, ça va être une des manières dont je vais essayer de mettre, ce que j'ai créé au service des gens qui me suivent. Créer en fait des arènes de parole avec un certain enjeu. De la même manière, quand j'étais à l'université, bah, j'avais un amphi. Là, en fait, j'ai créé un amphi avec un public et je vais essayer de permettre à un maximum de gens de pouvoir, prendre la parole avec enjeu. c'est génial. Ça me fait penser à ce que tu disais sur Telegram là récemment, je savais pas, mais ils ont mis justement ce système en place avec, une crypto-monnaie. Du coup, la chaîne, c'est quoi le nom de cette chaîne-là? Elle s'appelle Victor Ferry Business and News, mais ton public doit pas voir ça parce qu'ils vont, je pense le décalage va être trop grand. S'ils sont encore, dans la recherche, ils vont Ça dépend, il y en a beaucoup qui viennent du monde professionnel, qui sont, d'accord. dans le domaine des sciences de gestion et cetera. Je pense qu'il y a une partie de mon audience qui pourrait être très intéressée. Si, si, je pense. Alors Pas très bien. toutes, c'est évident, mais c'est pour ça que je te demande parce que je pense que ça va les intéresser. Et par contre, je suis pas sûre qu'ils tomberaient sur ta chaîne, en allant sur YouTube, justement. Mais il y a un point qui est important dans la démarche que j'ai faite autour de cette chaîne, YouTube, c'est que pendant que je faisais ma thèse, il y avait déjà des réflexions sur le fait que l'intelligence artificielle était capable d'écrire des poèmes. C'était il y Mmh. a longtemps, hein. On Ouais, en ouais. était là et on se représentait vraiment le poème comme le summum de ce que les humains peuvent faire avec le langage et on parlait déjà de ça et ça a allumé en fait une petite lumière dans ma tête, à savoir peut-être que, ce sur quoi tu travailles va devenir obsolète. Mmh. En fait, plus ça va, plus je me rends compte que, il y a un point sur lequel les intelligences artificielles sont moins bonnes, c'est avoir une personnalité. Et il y a beaucoup de gens qui se font avoir par ça, notamment par le développement personnel, parce que les compétences qu'on nous demande de cultiver, qui nous demandent un véritable effort, les choses comme, l'empathie, la bienveillance, ce genre de choses, ça demande un effort fou face à des intelligences artificielles qui peuvent le faire sans effort. C'est fou, c'est qu'on nous envoie dans des endroits où finalement on va se faire avoir par l'intelligence artificielle parce que les soft skills, c'est quelque chose que les intelligences artificielles font beaucoup mieux que nous. Mmh. Donc on a beaucoup plus de chances de se faire, voir et reconnaître sur les réseaux sociaux si on cède, à certaines inclinaisons de notre caractère. Parce qu'un humain, contrairement à ChatGPT, quand quelqu'un lui casse les pieds, il lui dit. Donc c'est plutôt ça qu'il faut cultiver. Mais tout ça pour dire que très tôt, je me suis dit: «Mais tu es en train de travailler sur quelque chose qui peut être, obsolète, donc tu ne peux pas faire reposer ta subsistance sur ta seule aventure». Et c'est là qu'on en vient à l'investissement. Parce que l'investissement, c'est ça. L'investissement, c'est, je ne suis pas le seul, à
dont va dépendre mon parcours. Je vais avoir également avec moi l'entrepreneur qui a créé Apple, l'entrepreneur qui a créé Microsoft, l'entrepreneur qui a créé ci ou ça. Et c'est génial en fait. Ça permet de prendre part à d'autres aventures entrepreneuriales que la nôtre. Et pour ceux qui se disent que la bourse c'est mal, imaginez ce que c'est un monde sans la bourse. Mmh. Un monde sans la bourse, ça veut dire que si t'es pas pote avec le gars qui va lancer le bateau, là, qui va aller chercher des épices dans les Indes, tu ne peux pas y participer. Si t'es pas dans le club, tu ne peux pas y participer. Il n'y a rien de plus inclusif que la bourse parce que personne ne va te demander tes opinions, personne ne va demander tes origines. Tu vas avoir une sélection sur le mérite, à savoir est-ce que tu es capable de mettre 50 balles pour pouvoir acheter une part. Merci pour ça, c'est très bien expliqué. Je l'aurais pas mieux dit et je pense que ce sont des réalités, malheureusement très, très éloignées du monde, académique, et encore plus en sciences humaines et sociales Et où, puis ça fait du bien. Enfin, pardon. non mais ah non, mais totalement, non mais je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement rafraîchissant d'entendre ça, ça fait du bien. Je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais je souscris en tout cas totalement à ce que tu viens de dire. En tout cas, ça a le mérite d'être dit, ça a le mérite d'être entendu. Je pense que c'est une vraie question à se poser et l'inclusion aujourd'hui, enfin, je suis d'accord avec toi sur le côté, on veut, enfin toute la gauche, la gauche bien pensante, bien gentille, dont tu parles très bien aussi, hem, je pense qu'elle a ses limites. Je pense qu'on est en train de le voir justement, depuis, 1 an ou 2, vraiment particulièrement fort. On est dans du creux, totalement creux et les intelligences artificielles sont peut-être meilleures à cette bienveillance, continue, au final où rien ne dépasse, où, tout le monde doit être, d'accord, tout le monde doit être, au même niveau, penser pareil, et cetera. Moi, j'en reviens énormément de cette idée-là, de ces idées-là et je pense pas être passée à droite non plus, j'en sais rien en fait, mais je crois que je me pose même plus la question en termes de droite-gauche. En réalité, je crois que c'est complètement, fini tout ça et je pense c'est pour ça que c'est rafraîchissant d'écouter, des gens comme toi, je pense, quand on baigne là-dedans et qu'on s'apprête à se mettre complètement sous cloche, justement. Et par Qu'est-ce que tu ailleurs, voulais dire? quand on est chercheur, et donc je pense à l'époque où j'étais chercheur, je pense que j'avais une bourse de 1 600 € par mois. Mmh. Heu, la plupart des gens se disent, «Je serai arrivé quand, j'aurai un appart, à moi et tant qu'à faire, peut-être que je pourrais le louer, hypothéquer, en acheter un autre et cetera et comme ça j'arrive dans un parcours qui va me mettre, à l'abri». Heu, un chercheur a tout intérêt à se dire: «Ne serait-ce que 50 € par mois, je l'utilise pour, acheter une part du marché mondial et là j'ai quelque chose sans avoir besoin d'apport qui va commencer à me rapporter un petit quelque chose, tous les trimestres parce que je vais recevoir les dividendes» et ça permet d'être encore plus libre. Parce Mmh. qu'il faut comprendre que derrière cette idée de commencer à gagner en liberté financière, il y a une notion d'intégrité. Mmh. Il y a plein de choses, qu'on est, contraint de dire ou de faire qui vont contre notre nature profonde parce qu'on a intérêt à le faire, parce qu'on n'a pas envie de se mettre mal avec certaines personnes. Alors que si vous dépendez un petit peu moins, même si vous commencez à gagner 10 balles par mois avec vos investissements, vous commencez à dépendre un petit peu moins de votre force de travail et de votre salaire. Et donc ça permet de gagner un petit peu plus de liberté parce on a cette notion que: «Non mais vous pouvez moins m'acheter». Mais je suis totalement d'accord avec ça et je pense que tous les chercheurs, qui vivent cette précarité, qui sont prêts à la vivre au début, le comprennent au fur et à mesure. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu deviens schizophrène en réalité parce que, à force de vouloir, justement, rester, intègre, en ne gagnant pas, d'argent pour ton travail, soi-disant pour penser, plus librement, en réalité, tu te retrouves dans un goulot d'étranglement et c'est enfin, il faut le vivre pour le comprendre, je pense. C'est impossible à décrire et je sais pas si, en entendant tout ça, j'aurais souscrit il y a quelques années, mais vraiment, je pense que ça me serait resté en tête au final et j'y serais revenue au bout d'un moment parce que quand les questionnements arrivent, on ne sait pas du tout vers qui se tourner. On est complètement, happé par le monde académique et tout ce rapport à l'argent, ce rapport à l'intégrité, à la liberté dont tu parles. Moi, je suis d'accord avec toi, je pense que enfin, plus tu as d'attache à l'extérieur, moins tu as cet, ancrage uniquement à l'université et plus tu es libre et plus justement tu peux rester intègre et tu peux Oui. rester, sur tes valeurs. C'est l'inverse en réalité et ça, j'aimerais beaucoup qu'on l'entende, beaucoup plus. Vraiment, je te remercie pour ça. Je vais aller juste un poil plus loin. Ouais. C'est que, on peut imaginer,
que cette liberté, de ton, de penser et cette liberté de créer, en fait. De Mmh. se dire: «Je n'ai pas seulement, à créer des choses parce que le marché me le demande, je peux créer des choses parce que je poursuis heu, le sens que j'ai envie de donner à ma vie». On pourrait se dire: «Le meilleur moyen d'atteindre ça, c'est de créer quelque chose comme un revenu universel». Mmh. Et je voudrais vraiment dire que c'est une erreur de penser ça parce que vous n'avez pas envie que l'État soit le seul responsable de votre vie, parce que si votre subsistance dépend exclusivement de l'État, si demain l'État vous dit, «À partir de maintenant, vous allez marcher à cloche-pied, parce que si vous ne marchez pas à cloche-pied, vous êtes un mauvais citoyen», vous serez obligé de le faire. Donc, ranger cette idée de salaire universel au rang des utopies qui peut très rapidement devenir une dystopie, et dites-vous que la vraie manière d'atteindre ça, c'est par quelque chose qui existe déjà et c'est par le fait de commencer à investir un petit peu parce que quand vous investissez, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de mal. Vous êtes en train de mettre votre argent au service d'entreprises qui vont innover, qui vont embaucher. Vous êtes en train de mettre votre argent au service de l'économie et ça existe déjà. Vous Mmh. n'êtes pas en train de faire quelque chose de mal. Et donc, effectivement, ça va demander plus d'efforts que si demain, Super Père Noël vient et vous dit hop, vous avez un salaire universel. Mais la contrepartie de cet État qui vous donnerait un salaire universel, c'est que très rapidement, vous deviendriez son obligé et vous n'avez pas envie de mettre, trop de pouvoir entre les mains d'un État. Ça, c'est souvent très mal terminé. Tout à fait d'accord, mon cher Victor, hein. Je suis totalement d'accord avec ça. Et je pense que, d'ailleurs, le simple fait de voir le monde de cette façon-là et que, soi-disant l'égalité passerait par un revenu universel, pour tous et cetera, ça permettrait pas l'égalité, ça permettrait simplement une soumission, à grande échelle et il faut, juste avoir les bases de l'économie en tête pour le comprendre, en fait et je pense qu'on ne les a pas quand on sort d'un parcours de lettres, quand on sort d'un parcours, j'en sais rien, en philosophie, en sciences de l'éducation, on n'a pas Quand on ces sort de France, ah ben, c'est ça, on le sait pas. Donc il y a cette opposition entre l'université, les écoles de commerce et cetera. Je pense qu'il faut en finir avec tout ça. Il faut essayer de comprendre qu'on a tous des atouts, qu'avec un cerveau bien fait, on peut s'en sortir extrêmement bien, notamment d'ailleurs depuis, l'essor des réseaux sociaux. Je pense qu'on est, encore plus, vraiment dans la capacité de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, de créer son propre coin à soi, où on peut s'exprimer, où on peut dire ce qu'on a envie. Je souscris totalement à ce que tu dis et je pense qu'il y a vraiment pas d'excuse aujourd'hui. Je vois pas, qui pourrait, dire, que c'est pas vrai ou ou j'en sais rien. D'ailleurs, je parlais avec une de mes clientes récemment qui disait qu'elle, elle comptait sur une, comment dire? Une allocation, handicap, pour, financer une partie de sa thèse ou des prochains mois et qu'en fait, ils ont changé, la règle et donc ça tombe à l'eau, parce qu'elle a plus du tout là, elle est un peu dans l'urgence et elle est pas la seule, en fait. Il y a plein de gens, c'est pareil avec le chômage. On croit qu'on peut compter sur des choses comme ça, alors qu'en réalité, ça change sans arrêt et il faut pouvoir, pour être solide et se sentir libre, justement, créer son propre truc. Totalement d'accord. Mais justement, excuse-moi, est-ce que tu peux, enfin, j'avais préparé ces questions, mais est-ce que tu peux me parler du rapport que tu avais à l'argent à l'époque où tu travaillais à l'ULB à Oxford? Est-ce que pour toi, l'idée de la réussite professionnelle, elle était corrélée à l'argent, justement? Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? On a un peu répondu, mais si on se replace il y a quelques années en arrière, je veux dire, comment on fait pour parler aux personnes qui étaient les nous d'il y a 10 ans, tu vois? j'avais un rapport, de parvenu à l'argent, moi, quand j'étais chercheur. Parce que, en fait, on passe quand on décroche une thèse, on passe du statut où on est un étudiant fauché en master, au statut de quelqu'un qui, a un salaire, qui a pas de frais, qui paye pas d'impôts, Ouais, et donc on a du revenu. Et si j'avais eu la chance, à ce moment-là, de pas être gauchiste et d'être ouvert, aux idées d'investissement, j'aurais fait beaucoup moins de conneries. Parce que la manière dont ça se traduit, le fait d'avoir ces, 1 600 € avec je pense que j'avais un loyer à l'époque ça me demandait peut-être 450 € de loyer, enfin, j'avais vraiment du revenu, quoi, j'étais à l'aise. ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'on invite les gens à boire des coups, on paye des tournées, on achète des habits et accessoires de mode stupides, et c'est pas malin de faire ça.
Et donc, il y a pas longtemps, j'ai fait un top 1 un top 5 des choses les plus bêtes que j'ai achetées. C'est que pendant cette période. Ah C'est, ouais? tu vas acheter des lunettes Prada à une nana, que quelques semaines plus tard, elle est à la poubelle, la nana. Et enfin, c'est n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Et donc, le fait de commencer à investir, ça m'a permis de développer un rapport beaucoup plus sain à l'argent, et le fait de réaliser que, l'argent, c'est du travail, que le but de la vie, c'est d'être capable de décorréler progressivement euh, nos revenus de notre temps, et que c'est ça qui va nous rendre plus libres, plus heureux et plus intègres. Et donc aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à l'argent que à l'époque où j'étais au début de mon parcours de recherche, parce que j'ai compris ce que c'était. J'ai compris que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, et que si on n'est pas capable de faire travailler une partie de notre argent, on passe une vie à s'épuiser Mmh, et à être esclave en fait, à être esclave du fait qu'il n'y a que 8 heures de travail actif dans une journée, et mmh. qu'à la fin on est vidé. Ouais, totalement et je pense qu'on est vidé aussi à la sortie d'un parcours académique, Heu, avec ou sans financement, hein, parce que tu parles de 1 600-1 700, c'est pas des sommes, extravagantes, mais en France, en tout cas, je sais pas si c'était pareil en Belgique, mais en France, on a la possibilité et même on est plutôt encouragé à faire des thèses en sciences humaines et sociales sans financement. Donc il y a des milliers de jeunes chercheurs qui se lancent tous les ans sans financement et qui donc travaillent à côté au McDo, à droite à gauche, sur des postes d'enseignement, et cetera. D'ailleurs dont certains, des postes, de vacataires à l'université qui sont complètement dépourvus de tout bon sens, salarial. Il y a pas de contrat de travail, il y a pas de cotisation à quoi que ce soit, mais on se pose pas ces questions-là et il y a une, comment dire? Il y a une rivalité en fait entre les financés et les pas financés, je sais pas si vous aviez ça vous, mais les non financés estiment que les financés sont des privilégiés, ce sont des parvenus, des gens qui, voilà, qui ont certainement dû, Mais il y faire avait des très choses peu de, il y avait très peu de non financés, hein, parce qu'on n'était pas du tout encouragé à se lancer dans une thèse sans financement. Mais par contre, les gens qui pensent à avoir un système comme ça, mais c'est bien en fait d'avoir envie d'aspirer à quelque chose de grand, d'aspirer à développer des idées, mais lancez-vous plutôt dans la création d'un business autour du contenu, parce que c'est la voilà. même chose. Vous allez avoir votre boulot alimentaire, et ce boulot alimentaire va pas vous mobiliser trop d'essence cognitive, et cette essence cognitive, vous allez l'utiliser pour commencer à créer quelque chose qui va vraiment déboucher sur quelque chose. Parce qu'il faut comprendre que quand vous vous lancez dans une carrière académique sans financement, mais vous n'avez pas seulement un retard par rapport à ceux qui sont financés en termes du fait qu'ils ont déjà un salaire. Ça veut dire que ces gens ont déjà été sélectionnés. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans les bons petits papiers. Et donc, Mmh. ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup plus de chances d'avoir le financement d'après. Donc, quelqu'un qui passe d'une thèse sans financement à ensuite un poste avec financement, ça me paraît très hasardeux. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le font parce qu'ils poursuivent ce rêve, parce qu'ils se disent que le monde des idées, c'est un monde qu'il faut conquérir, mais vous n'avez pas besoin de faire ça à l'université. Vous pouvez très bien conquérir le monde des idées sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube, et en plus, au bout d'un moment, vous serez rémunéré pour ça. Bah, voilà, exactement, merci, pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, vraiment ce côté, académique, cette validation institutionnelle et cetera et ça, je peux le comprendre. Je pense que c'est quelque chose, qui peut être important dans un parcours intellectuel. Mais, oui, on en revient aussi de tout ça et il faut y penser à l'après et comme tu dis, enfin, moi, je répète ça sans arrêt sur ma chaîne: «N'y allez pas sans financement». Au moins chercher, où est l'argent, comment ça fonctionne, parce que si tu cherches un financement, tu comprends forcément comment ça fonctionne. Tu comprends forcément, l'univers professionnel de la recherche et enfin, je veux dire, tu comprends tout. Même si à la fin, tu trouves pas de financement et tu y vas sans financement, tu as quand même compris comment ça fonctionne et ça, c'est juste, essentiel, en fait. Et puis, regardez 10 profs de fac de 60 ans, et demandez-vous si vous avez envie de ressembler à ça. Écoutez comment ils parlaient, comment ils parlent, regardez ce qui ressort de ce qu'ils disent, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressentiment. Il y a beaucoup de ressentiment, et il y a beaucoup c'est le contraire de la puissance quand ils parlent. C'est oui, on n'arrive pas à avoir ça, c'est de pire en pire, on n'arrive pas à faire ça. Vous n'avez pas envie de passer votre carrière là-dedans. Et donc, ce qui se passe, c'est que on arrive là-dedans, et effectivement, on a l'impression
qu'on vaut rien, parce que c'est en fait ça. Oui, Vous avez l'impression que vous ne valez rien sur ça. le marché du travail et donc vous êtes face à des gens qui, valent peut-être pas tellement plus que vous, mais qui ont un salaire et vous vous dites: «Qu'est-ce que j'aimerais être à leur place, être tranquille, être protégé». C'est pas ça la protection. Non. La protection, c'est d'avoir des compétences qui ont de la valeur et vous avez la chance de pouvoir vous confronter beaucoup plus rapidement aujourd'hui au marché qu'avant. Donc, faites-le et c'est là que vous allez trouver une vraie sécurité parce que une sécurité qui dépend de telle ou telle commission, de telle ou telle décision, de tel ou tel financement ou refinancement politique, Ou directeur de c'est pas thèse. très sécurisant. Non, c'est clair. Moi, je suis pour, allez-y, allez-y dans le monde académique. Je pense que ça apporte plein de choses et cetera, mais oui, créez votre sécurité financière, par vous-même, grâce au réseau, c'est les 2 sont pas incompatibles en réalité. Donc ouais, ouais, totalement d'accord et je vais peut-être terminer, aller vers la fin parce que ça fait presque 1 heure qu'on parle et vraiment je te remercie, Victor, de prendre ce temps. Hem Je sais pas si tu as, toi aussi cette dialectique avec le toi de 2015-2016, mais moi, je suis un peu encore dans ce parcours-là parce que c'est beaucoup plus récent, le fait que je me sois lancée, de mon côté. Qu'est-ce que tu voudrais dire au Victor de 2015? Investi, ça c'est sûr. Heu Pour le reste, j'étais pas trop déconnant à cette époque. Je travaillais dur, j'avais compris qu'il fallait pas seulement faire ce qu'on nous demandait, mais qu'il fallait faire, bien au-delà. Donc j'ai toujours essayé de participer à des colloques, de publier un maximum d'articles. J'ai publié ma thèse en 3 ans alors que j'aurais pu le faire en 4 parce que je voulais consacrer encore une année pour, publier mon livre, Mmh. enfin j'ai toujours essayé de m'imposer un certain niveau, mais donc je pense que c'est autour de ça. Je pense que je me dirais que la vie c'est long, Mmh. et que plus on commence à se mettre, en tête d'augmenter nos compétences, plus ça va vite. C'est vraiment une erreur qu'on peut faire quand on est chercheur, c'est que le temps c'est liquide. Mmh. C'est-à-dire on peut vraiment passer une journée où on se répand comme ça, j'ai pas d'autre image. Alors que si on compartimente en différentes activités, le temps fuit, beaucoup moins vite que ça. Et une bonne manière de faire et c'est la méthode que j'utilise encore aujourd'hui, c'est que je me fixe des défis. Donc j'ai une vision de long terme sur ce que j'ai envie de faire de ma carrière. Mais, par exemple, récemment, j'avais un défi, c'était, d'atteindre les 1 000 € de revenus YouTube, avec la chaîne qui s'appelle, Victor Ferry Business and News. Et donc je vais mettre des efforts là-dessus pour pouvoir débloquer ça. Depuis que Twitter maintenant, monétise les créateurs de contenu, bah, mon nouvel objectif, ça va être de débloquer la monétisation Twitter. Donc je fixe comme ça des petits objectifs et ce qui est bien, c'est que quand on développe cette capacité, à se fixer des objectifs et à les atteindre, la manière dont on peut faire notre promotion auprès des gens, c'est pas juste du discours, c'est, on ramasse, au fur et à mesure du chemin, des preuves de notre compétence. Ouais. Et faites ça parce qu'il y a une période où j'ai essayé de chercher du boulot, où je me suis demandé: «Mais, est-ce que je prendrais pas un travail?» et j'aurais pu en fait commencer à bosser pour des startups tout simplement parce que dans mon CV, j'étais Mmh. pas en train de raconter ma vie, mais j'étais en train de donner des objectifs, enfin des réalisations chiffrées. J'ai Mmh. été capable de faire grandir, tel réseau social, pour atteindre, tel nombre de followers. J'ai été capable de créer un produit de A à Z et d'en vendre, telle ou telle, quantité. Ça, c'est des choses, vous pouvez commencer dès maintenant à vous dire, «Je me fixe cet objectif» et vous pouvez commencer dès maintenant à vous faire un CV qui a de la valeur dans le vrai monde. Dans le vrai monde des gens qui peuvent vous recruter et vous payer cher, au-delà du fait que, vous allez réaliser au bout d'un moment que vous avez même pas besoin d'être recruté par qui que ce soit. Surtout en France, en fait, regardez à quel point c'est facile d'ouvrir une micro-entreprise. C'est Une, clair. une micro-entreprise, vous allez être taxé à 21-22. Vous allez avoir zéro frais, Mmh. vous allez pas payer pour l'ouvrir. La comptabilité, c'est un truc de bébé, donc enfin vraiment ça vaut la peine de tester des choses comme ça. Je suis d'accord, mais ça fait peur à beaucoup de jeunes chercheurs, que j'ai moi dans mon audience, que j'aborde ces sujets-là, très souvent. Moi, je suis complètement pour, la liberté financière des jeunes chercheurs. En fait, j'ai hâte de créer, d'autres programmes qui leur permettra justement de construire leur communauté,
de commencer à bâtir ce genre de choses, parce que je pense que beaucoup ça les effraie. Ils ont conscience à mon avis d'être un peu en deçà de ces réalités-là, de ces univers-là. Ils ont l'impression aussi que c'est pas assez classe ou que c'est pas assez, institutionnel et cetera, mais je pense qu'il faut vraiment sortir de ça et que plus on cultive cette idée qu'il y a 2 mondes, moins on s'en sort en réalité. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que, juste même en se servant des compétences et des sujets de recherche qui nous passionnent, parce que moi je suis complètement, pour le fait qu'on aille chercher un diplôme comme le doctorat. Je trouve que c'est, vraiment un vrai plus. Juste, il faut que tu arrives à comprendre que les compétences derrière, il faut aller les chercher. Il faut pas se laisser, croire justement qu'on vaut rien, que nos compétences ne valent rien, que oui, on s'est enfermé dans un sujet sur, l'art, médiéval, je sais pas quoi, et qu'en réalité, quel que soit le sujet qu'on aborde et qui nous passionne, on peut le monétiser, on peut, en fait, plus tu es passionné par un truc, plus tu peux en vivre. Mais il faut avoir le courage d'aller vers, certains outils, vers certaines, possibilités, certains, enfin bref, je m'égare, mais je te rejoins tellement, c'est exactement ça, c'est ce que j'essaie d'insuffler, du côté de mon audience. Je sais que ça leur fait peur et je suis contente, que tu sois là en chef de file et je pense que je suis contente en fait que tu parles plus aujourd'hui de ton parcours académique dans tes contenus. Moi en tout cas ça m'a interpellée et je le voyais moi il y a 3 ans quand je t'ai découvert donc je trouve ça chouette et ça me parle totalement donc merci pour ça. Avec plaisir. Puis c'est important de vraiment encore une fois qu'un maximum de gens réalisent que, leur temps a de la valeur, Ouais, qu'aujourd'hui ils ont pas de conscience de ce qu'est leur véritable, valeur, mais qu'ils doivent pas se dévaloriser. Il faut pas se dévaloriser et se dévaloriser au point de faire un travail non payé, ça devrait pas être acceptable. Ils devraient pas d'accord. tolérer ça et ils devraient plutôt se demander, comment ça va être possible pour eux de mieux monétiser leur temps et enfin quand même c'est des gens de l'écrit et c'est des gens de l'idée, Mmh. donc ils doivent, s'ils commencent à occuper le terrain des réseaux sociaux, Ça ils peut vont que se monter le niveau. faire remarquer. Bah, ouais, puis ça monte le niveau des réseaux, ça justement, si tu as une idée, négative des réseaux, bah, justement, vas-y, va mettre ta pierre à l'édifice, va faire quelque chose de sympa dessus, amène quelque chose de nouveau, montre de quoi tu es capable en tant que chercheur et qu'on dépoussière un peu aussi, notre image. À mon avis, c'est super important et ça viendra des chercheurs, ça viendra pas du monde, extérieur, en fait. On a cette image et il faut en sortir donc je suis d'accord avec toi. Et je pense que ça demande beaucoup plus de courage que ça en a l'air, donc et plus de courage que d'attendre un revenu universel, à vie. Merci beaucoup Victor, vraiment je vais te libérer. Je te remercie beaucoup pour ton temps, voilà, je ferai une petite, conclusion éventuellement pour rediriger, les auditeurs vers toi, mais je pense qu'ils te trouveront très facilement et voilà, peut-être un mot de la fin? Non, merci beaucoup. C'était agréable de parler de tout ça, parce que c'est vrai que ça date, Oui. mais c'est une expérience qui est riche Mmh. et intéressante. Donc content d'avoir partagé tout ça avec toi et avec ceux qui nous ont écoutés. Merci Victor, à bientôt.